off of the roof. Since crack hotels in Midtown. Me and my niggas, we been down. New York won when I buck my gun. I'm doing this, son. Since crack hotels in Midtown. Me and my niggas, we been down. New York won when I buck my gun. I'm losing this, son. Move, bro. Move, bro. Plus de roses, plus de diamants, nos regards complices, amants. Les dîners en tête à tête, où pour toi je me casse la tête. Plus de je t'aime, plus de dessert. Out, les hôtels vent la mer. Les je vais décrocher la lune, l'utopie de la vie commune. Les plans sur la comète, pour que tu me joues ta plémette. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu. Plus de promesses de fiançailles, de l'eau déchirant, bye bye. Les ai volés dans des criques à faire le pont romantique. Plus de sous-marins dans ton bain, penser pour le premier bambin. Plus d'SMS à l'appel pour dire que je te kiffe ma belle. Plus de parties de cœur en l'air, d'heure de 1 en hiver. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, 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 pour que tu. Bye bye belle-mère, promesse à la mer, bisous dans le cou, petit regard voyou, ta main à tenir, efface les souvenirs. Caprice c'est fini, tes caprices aussi Saint-Valentin, surprise y'a rien. Sans violence plus violent d'amour symphonique, c'était trop long, reprends tes clics. Chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, 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 pour que tu. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, 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 pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, 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 pour que tu.
Messieurs, dames, bien le bonjour les copains, ça y est, 16h16. Alors d'entrée de jeu, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe 16h16? Normalement c'est 16h45. Ah bah ouais, aujourd'hui c'est 16h16. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai pas plus de raison si ce n'est que je suis fatigué. La semaine a été chargée. J'en ai plein le fiac. Le Tour de France est fini parce que l'autre dopé a tabassé tout le monde. Bon ben voilà, j'avais envie de finir plus tôt. Mais qui dit émission qui commence plus tôt ne dit pas émission en bois. Aujourd'hui, je vous donne le programme. Et là, vous allez comprendre, là clairement, on est sur l'émission de la semaine. À mon avis, elle commence plus tôt parce que ça va être la plus intense. Il y en a pour 1h15 d'une intensité rarement atteinte. Et je sais de quoi je parle parce que l'intensité, dans certains domaines, alors rien à voir évidemment avec le domaine sexuel parce que je suis très clairement l'équivalent d'un Queen Amman au pieu. Mais aujourd'hui, on va parler Big Brother, Donald Trump, Pie Saladière, François Bayrou, c'est quasiment la même chose, et Port Noir de Bigorre. Oui, si, c'est le programme. C'est le programme avec des mots-clés qui en disent long. Des mots-clés qui en disent long sur ce qui nous attend. Ah ouais. Mais je crois que je vais prendre cette habitude maintenant, les amis. Je vais vous annoncer le programme par mots-clés. Et comme ça, vous allez vous dire, mais comment il va faire pour parler de tout ça dans la même émission? Et là, vous allez comprendre en fait le génie qui normalement se dégage de tout ça. Merci à ma Nathalie Imbroglio que j'embrasse, qui vient de sub 11e mois, subprime. Merci beaucoup ma Nathalie. Ma Nat, j'ai envie de t'appeler ma Nat. Est-ce que tes copines t'appellent Nat, Nathalie? Dis-moi tout. Alors s'ils t'appellent Bernard, par contre, change de copine. Ça c'est vrai aussi. Ça c'est... Voilà. Les copains, on a Marcel Zoro qui dit pas dopé. Luc Leblanc et Björn Ries ont fait mieux que lui dans Otakam. Ah bah, ça va alors. Non bon, on parlera pas vélo aujourd'hui, on en parlera la semaine prochaine. Voilà. Les copains. Manu Kochi qui dit je t'ai envoyé un mail à propos de Trump. Oui, j'ai vu ton mail, camarade. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas que je veux pas y répondre, mais c'est des arguments intéressants, c'est chouette. J'ai vu le mail. Je l'ai, tu vois, là, je l'ai sous les yeux. Tu vois. Je l'ai, hein. Le président US ne dévoilera pas les dossiers Epstein. Ouais, tentative d'explication, j'ai lu, c'est très intéressant. Merci à toi. Je ne sais que te dire de plus. Voilà, je ne sais que te dire de plus à part merci. Voilà, voilà mon camarade, mon Manu Kochi qu'on embrasse évidemment. On embrasse la France. Il y a Stratus 13 qui dit c'est quoi ces nouveaux horaires? Du coup, je suis à la bourre. Oh ouais, écoute. Oh, j'avais envie d'attaquer plus tôt, parce que j'avais envie de me tirer plus tôt. Ouais. Bah, j'ai mon côté fonctionnaire de temps en temps. Merci à Par envie de partager qui vient de Subprime pour la première fois. Un tout nouveau Subprime, merci beaucoup. Kong Bietso sur le dossier Trump qui dit la CIA est mouillée jusqu'au cou, il risque pas de balancer. Putain, j'en peux plus de ses cheveux, ils sont mi-longs, mi-courts, c'est des connards mes cheveux. Je les déteste. Ouais, alors on parlera de Trump tout à l'heure. Je sais pas si on a envie de revenir sur le dossier Epstein, les amis. On en a beaucoup parlé cette semaine déjà. Je sais pas si c'est nécessaire en vérité de remettre le dossier. Vous savez ce que je pense là-dessus, on verra. De toute façon, désormais on est condamné à être dans la supposition. C'est-à-dire, est-ce que ça va sortir, est-ce que ça va pas sortir? Bon, on verra. Je pense qu'on va pas parler de ça tous les jours pour entretenir un truc un peu néfaste à un moment donné. Donc parlons de plein de choses, puis surtout qu'avec le dossier Palantir, il y a de quoi faire aussi. Mais ça, c'est dans quelques minutes. Logan 1576 qui vient de Subprime, 32e mois. Merci mon camarade, merci mon Logan, merci mon Lolo, putain, merci mon Lolo. T'es super. Ça, c'est fou, ça s'éteint tout seul. Ouais, tu vois. Je commence à les connaître ces lampes maintenant. Ça dure 10 minutes, ça s'éteint, tu rallumes, c'est reparti. Puis ça s'éteint plus. C'est fou. Hein. Non mais on le sait, on est au courant. Les copains, sans aucune transition. Vous savez, c'est le Juste Bistrot, c'est l'univers où tout est possible. Hein. Il y aura eu Disneyland, il y a Juste Bistrot. C'est l'univers des possibles, c'est l'esprit juste milieu, c'est l'amour. C'est l'amour avant tout. Parce que c'est que de l'amour, on n'oublie pas. On va attaquer tout de suite cette émission, parce que vous le savez, on est chez moi, hein, et c'est moi qui décide du programme. J'ai envie de parler d'actualité, on en reparlera aujourd'hui. Et parfois, j'ai envie de m'intéresser à d'autres choses avec vous, d'apprendre d'autres choses, et sans transition. Pour commencer cette émission, nous allons regarder un documentaire sur le port noir de Bigorre. Voilà.
Je n'ai pas plus de raisons à fournir, pour la simple et bonne raison que je n'en ai pas. Donc j'avais envie de regarder ce reportage avec vous, c'est 3 minutes 14 de bonheur. On est parti. Le port nord de Bigorre est élevé en Occitanie, dans le département des Hautes-Pyrénées, ainsi que les cantons limitrophes du Gers, de la Haute-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques. Le port nord de Bigorre est présent dans les Pyrénées centrales depuis l'Antiquité. C'est le port endémique de ce territoire. Il a failli disparaître à la sortie de la guerre, quand l'agriculture productive est arrivée pour nourrir la France. Il y avait environ 30 000 ports à cette époque-là, et dans les années 80, il en restait 30. Grâce à l'engagement et la ténacité d'un collectif d'hommes et de femmes et de différents partenaires, le port nord de Bigorre a retrouvé ses lettres de noblesse en 2017 avec l'obtention de 2 AOP, l'AOP Port Nord de Bigorre et l'AOP Jambon Nord de Bigorre. Oh, ça a l'air bon ça, putain. Nous élevons les ports Nord de Bigorre dehors, sur des parcours enherbés, C'est beau, hein. définis par l'INAO. Ils sont bordés de haies et de sous-bois pour les protéger. L'alimentation principale de nos porcs sera l'herbe. Ensuite, on va retrouver des fruits de saison, donc des glands et des châtaignes. En fait, il faut que le cochon aille chercher le maximum d'alimentation dans son milieu. Et ensuite, nous allons leur apporter un complément de céréales non OGM, issu de l'aire géographique. Donc, ce sont des céréales à paille, triticale, blé et orge. Et nous retrouverons maximum 20 porcs par hectare de prairie. Alors, la Bigorre est une terre de jambon parce qu'elle a un microclimat qui est spécifique à l'affinage de ces jambons, puisqu'il y a une alternance de phases humides et de phases sèches qui est liée à la présence d'un vent de sud que l'on va appeler le vent de fun, qui va amener des caractéristiques si particulières à notre jambon. C'est un jambon qui est peu salé, doux, fondant et long en bouche. Ces jambons vont être affinés de 20 à 48 mois dans des pièces avec des fenêtres ouvertes au sud et à l'ouest pour permettre la circulation des vents dominants. En ce qui concerne la viande de porc nord de Bigorre AOP, c'est une viande qui est très rouge avec la présence de gras intramusculaires. Elle est très persillée. C'est une viande qu'il ne faut pas trop faire cuire, il faut la servir rosée. Ainsi, elle présente une texture très fondante, très juteuse et très savoureuse. La filière du nord de Bigorre, c'est avant tout une grande aventure humaine. Nous sommes 60 éleveurs, nous sommes des bouchers, des charcutiers, des salaisonniers. Nous avons pour objectif d'élever et de transformer notre port nord de Bigorre le plus naturellement possible et d'apporter à nos consommateurs beaucoup de plaisir. Oh là 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 là, ça m'a... Petit reportage qui m'a régalé. Le port nord de Bigorre, c'est magnifique. Je vous le dis, on va aller de plus en plus là-dedans, les amis. On va aller de plus en plus sur le terroir, la découverte, pas seulement le manger, l'histoire, plein de choses. Ça régale, ça fait du bien. Et c'est chouette, et c'est chouettos, vraiment. Ah, ça m'a donné faim. Oh là 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 là. Non, ça a l'air beau, ça a l'air beau. Castello Magnoac, si je dis pas de conneries, c'est le coin d'origine d'Antoine Dupont ou de Anthony Gelon. Je crois que c'est niveau rugby là. J'en appelle aux spécialistes du rugby. Il me semble qu'il y a un truc comme ça. Ah non, ça a l'air bien, ça a l'air bien. Oh là là, ça a l'air très très bon. Ça a l'air très très bon. Ah ouais, non mais ça fait du bien. Je trouve que ça fait du bien de regarder ça. Vous savez, c'est l'esprit plus que jamais Juste Bistrot. On va aller sur de plus en plus de sujets comme ça. Et on enchaîne tout de suite parce qu'il y a des gens qui mangent pas de porc. Alors là, il y a des gens là, ils ont pas salivé. Ah ben voilà, que ce soit par religion, par végétarianisme, pour casser les couilles, chacun a ses bonnes raisons de ne pas manger du porc, il n'y a pas de problème. Et ben on est chez Juste Mi, on pense à tout le monde. Et qu'est-ce que je vais vous présenter maintenant? La pissaladière niçoise, qui est une spécialité de Nice. On voyage, on était au sud-ouest, vers Toulouse, entre Toulouse et les Pyrénées. On arrive du côté de Nice, Nice la Belle, Nice la Grande, avec Estrosi, qui est aussi une spécialité. Hein. Ça se cuisine en casserole, devant la justice. Mais on n'est pas là pour ça. Arrêtez de parler de politique. Nice la Belle, à la découverte de la pissaladière, les amis, qui est une spécialité délicieuse. Si vous connaissez pas, ça régale. Petit reportage, là encore 6 minutes. On voyage, on est à Nice, le soleil, très belle gastronomie dans le coin de Nice. On y va plein badin, la pissaladière, c'est parti. Dans l'effervescence du Vieux-Nice, entre collines et mer, nous avons rendez-vous rue Droite, dans l'un des plus anciens restaurants niçois.
Alors là, on va faire une bonne pissaladière. Oh. Voilà, plat traditionnel, avec les petites olives là. Niçois. Virginie s'y connaît en tradition locale. Elle tient avec ses frères le restaurant ouvert par leur arrière-grand-mère il y a près de 100 ans. C'est une histoire de femme, d'où mon intérêt très poussé, très fort à être à la cuisine. Comme mon arrière-grand-mère, ça me rapproche un peu de mes aïeux. Bienvenue à la maison, dans notre restaurant, chez nous. Eh mais attends, j'y ai mangé là. J'y ai mangé. Mais oui, attends, j'y ai mangé à cet endroit-là. Attends, rue droite. Mais oui, quand on allait faire le spectacle à Nice, la veille avec Edouard et Hugo, un des régisseurs qu'on a, que je salue, que j'embrasse sur la tournée, on a mangé là-bas. Ça me dit quelque chose avec les marches et tout là. Attends, vous avez rien à foutre, mais c'est pas grave. Attends, j'ai mangé par là moi. C'est un resto qui est magnifique, c'est tout en pierre le bordel, et après tu descends. Et on avait mangé un peu au sous-sol et tout, c'était sublime. Attends. Rue droite, j'ai tapé rue droite. C'est peut-être un hommage à Darmanin. Attends. Putain, je sais plus, c'était quoi? Est-ce que c'était ça, chez Teresa? C'est possible chez Teresa? Non, c'est peut-être pas ça. Non, c'est pas chez Teresa. Je suis désolé, Teresa, ça dégage. C'est pas toi. Mais putain, c'est long la rue droite, quoi. Allez, le pub. Ça, je me rappelle, il y avait des pubs. Et non, elle est finie. Ah, je sais plus, mais en même temps, je suppose que vous en avez rien à foutre aussi. Ça, c'est pas impossible. Mais putain, ça me dit vraiment quelque chose. Je suis persuadé d'y avoir mangé. Bon, c'est pas grave, on continue. Attaquons cette recette de pissaladière par la pâte, en mélangeant de la farine et du sel au levain. On va mettre la levure avec l'eau qui est un peu tiédie. C'est mieux, au moins la pâte elle lève mieux, c'est plus facile. Donc là, je vais mettre un peu d'huile d'olive. Alors dans le sud, on les connaît. Quand ils te disent un peu d'huile d'olive, c'est 9 litres et demi. Oh. Le temps que la pâte elle se fasse, on va s'attaquer aux oignons. Donc sortez les Kleenex, sortez les mouchoirs, on va pleurer. Sortez les briquets. C'est dommage pour le maquillage. Hein. Alors petite astuce, hein, là on parle cuisine. Moi j'ai des lentilles pour la vue parce que je suis myope comme une bite. Et j'ai des lentilles et grâce aux lentilles je pleure pas quand je coupe des oignons. Donc même si vous n'avez pas de problème de vue, mettez des lentilles. Sauf du puits en volée. Ah, c'est une vanne territoire, faut comprendre après. De quoi elle parle? Elle épluche plusieurs kilos d'oignons par jour pour ce plat incontournable de Nice. Un respect des recettes traditionnelles de la ville, reconnu par le label Cuisine Nissarde. On a été un des premiers restaurants à être labellisé. Nous, ça va faire 100 ans qu'on est installé ici. Nous, nos recettes, on les connaît, elles sont faites comme ça. On a toujours fait de cette manière. On n'a pas attendu d'être labellisé pour suivre les recettes de la cuisine. C'est là que j'ai mangé, je suis sûr. C'est magnifique en bas. Au biberon avec la soupe aux pistes enfin voilà. Pour nous, c'est ancré, c'est viscéral. Ah, ça chante, l'huile d'olive. Au-dessus du restaurant avec ses grands-parents et ses parents, Virginie et ses frères ont baigné dans la cuisine depuis toujours. Ah, j'adore l'odeur des oignons qui cuisent à l'huile d'olive, ça me régale. Quelque chose. Et quand on descendait, parce qu'on descendait tous les jours, nous, notre cantine, et notre salle à manger, notre cuisine, c'était ici. Donc si on voulait voir papa et maman, il fallait passer par le restaurant. Et puis c'était notre vie. Et puis franchement, je ne sais pas ce que j'aurais pu faire d'autre. J'ai jamais eu d'autre idée. Moi, ici, ça me plaisait. Et je tchatche et j'ai fait cramer un oignon. Voilà. Bon, c'est pas grave. Pourtant, Virginie a dû se battre pour pouvoir succéder à son père, qui trouvait que ce métier était trop physique pour une femme. Il avait vu sa grand-mère, tout ça. À la cuisine, c'était... ça abîme quand même. C'est compliqué. Donc, en catimini, je me suis inscrite en candidat libre pour le CAP BEP de cuisine. Et je l'ai eu. Il a vu que j'en démordais pas et que c'était mon truc. Pendant que nous laissons la pâte monter et les oignons refroidir, Virginie nous emmène dans les rues du Vieux-Nice sur les pas de son ancêtre italienne. La 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 la. Et comme vous voyez, donc la statue de Garibaldi est là et il regarde tout droit vers l'Italie. Et du coup, en fait, mon arrière-grand-mère est arrivée par ici, puisque au fond, à l'époque, il y avait une porte. C'était la porte d'Italie. Elle est arrivée pieds nus. Elle a mis ses chaussures à la chapelle de Bon Voyage, parce qu'il fallait pas abîmer les chaussures. Et elle avait que 6 ans.
Et elle a été placée donc dans une famille de nobles, d'aristocrates anglais assignés pour voilà, faire les petits travaux, les petites mains, quoi. Elle est bien tombée, c'était une belle famille. Et du coup, de fil en aiguille, elle a pu mettre de l'argent de côté en grandissant. Et puis, en 1927, elle a pu acheter le restaurant. Une histoire d'immigration qu'elle partage avec de nombreuses familles niçoises. Ça va? Ça va? Bien. Impeccable? Tout bien. Je balade. Dans le Vieux-Nice, c'est une petite partie d'Italie qui est arrivée là. Et si vous regardez bien, je crois qu'il y a presque plus d'Italiens dans le monde entier maintenant qu'en Italie. Il est temps maintenant de terminer notre pisse saladière. Bon. Virginie ne s'embarrasse pas d'un rouleau à pâtisserie et préfère étaler la pâte avec les doigts. Elle est parfaite. C'est super simple. Et ça, si t'as pas d'oignon, que tu te fais une pâte comme ça, tu te fais un genre de focaccia, tu mets un peu du gros sel, tu mets un peu du romarin. Bon, maintenant, on va garnir la pâte. Oh là là. Ensuite, on va mettre les anchois. Alors, il y en a qui font juste des croix avec les anchois et il y en a d'autres qui font les quadrillages. Moi, j'ai appris le quadrillage. Et en touche finale, quelques olives de Nice, les caillettes. La chair très goûteuse, mais très fine. La caillette, elle est vraiment toute petite. Le noyau, il fait presque tout. T'imagines pour dénoyauter ça, c'est quelque chose de compliqué. On le sait que quand on croque dans la pisse saladière, il faut faire attention aux dents. Donc là, maintenant, on va la mettre au four. Et puis après, pour le résultat, voilà, on y va? Et après environ 25 minutes à 180 degrés, c'est déjà l'heure de la dégustation. La pisse saladière est parfaite en apéritif ou même en goûter après l'école. Patrick, what pisse saladière. Oh, ça a l'air bon. Spam. Vive Nice, Nice la belle, Nice la grande. Ah, ça m'a donné faim. Tu vois, à la découverte de la pisse saladière dans ce reportage aujourd'hui entre Méditerranée et Italie, notre reporter Jean-Pascal Legland qui s'est déplacé à travers les jolies rues du Vieux-Nice et vous a rapporté quelques souvenirs qui font plaisir au cœur et plaisir aux papilles. Un reportage signé Jean-Pascal Legland et Nathalie Le Chibre. Ah ouais, non, putain. Oh, non, mais c'est bon. Franchement, ça régale. Puis saladière, ça régale. Et Nice, ça a été pour l'instant, ça a été l'une des plus belles découvertes de la tournée. Ah ouais, en termes de ville, j'y étais allé une ou deux fois quand j'étais petit, mais vite fait, tu vois. Vite fait, pour voir un peu de la famille qui était dans le secteur. Et j'étais petit, j'avais pas trop visité. Mais franchement, là, d'y aller pour le spectacle Zinzin, on a joué, c'était quand? C'était en fin d'année dernière, si je dis pas de conneries, c'est novembre, je crois. C'était magnifique, mais vraiment une superbe découverte, avec le port, le Vieux-Nice, ça mange bien, ça boit bien, il y a vraiment une ambiance particulière, les gens sont sympas, et c'était magnifique, vraiment magnifique, donc une super découverte, je me suis régalé, et la pisse saladière, j'avais goûté, du coup, étant petit, là, et c'était bon. Ça l'est toujours d'ailleurs, ça l'est toujours. Mais non, j'aimerais toujours faire une. Je vois des gens dans le chat, il y a Chex Jezabel qui dit Rémi, il est ready pour faire la voix off dans les reportages de France 3 Région. Mais j'aimerais beaucoup, j'adore ces reportages. Mais c'est pas une vanne en fait, les copains, c'est pas une vanne tout ça. Quand je vous dis que j'aime le terroir, j'aime tout ça et tout, c'est vrai. C'est vrai. Alors il y a Evin Cara qui dit vous n'avez pas honte pour ceux qui crèvent de faim. J'espère que c'est une vanne. Enfin, j'imagine que c'est une vanne, j'imagine, quand même. Mais non, mais c'est vrai que les reportages comme ça, j'adore. C'est sur des trucs, sur le papier, t'en as absolument rien à foutre. Mais il se passe quelque chose, tu vois. Je sais pas, il se passe quelque chose où tu te dis, t'as envie d'adhérer. Alors qu'au départ, la passe à poisson de Gampsheim, donc là, je m'adresse aux Alsaciens. Là, c'est une vraie rêve ce que je sors là. Alors attends, il y a Evin Cara qui dit « Non, c'est pas une vanne, je suis à l'âge et je crève de faim. On mangera pour eux. » Mais qu'est-ce qu'il y a ? Non mais détends-toi camarade Evin Cara. Je mets des reports... Bon bref, on s'en fout, on va pas se prendre la tête aujourd'hui. J'ai pas compris pourquoi pas. Qu'est-ce que je te dis ? Je mets des vidéos sur la nourriture, qu'est-ce que je te dise mec ? Bon c'est pas grave. Voilà, il m'a énervé là. Voilà. Putain. Oh.
j'étais bien là, j'allais partir dans un sketch là, j'allais partir dans une blague. Ah, ça m'a énervé, je parle plus maintenant. Voilà, comme la famille Bélier, voilà. Mes chers parents, je pars, je vous aime mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Je vous aime, mais je vole. Ouais, c'est la chanson qu'il y aura à l'enterrement de Jérôme Cahuzac. Mon cher PS, je pars. Je vous aime, mais je vole. Ouais. J'ai un concept sur la chanson, les amis. J'ai des idées sur des chansons parodiques liées à la politique. J'ai eu une idée de merde. Alors je vous la confie. Alors d'abord, je lis le message d'Éclat 15 parce qu'il me parle de la maison. Je connais. Éclat 15, il dit à Tarascon. Ah oui, alors attends. Tarascon sur Rhône. Oui, mais c'est vers Beaucaire. On parle de la même, on est d'accord. Tu me dis Tarascon sur Rhône, c'est ce qui est à côté de Beaucaire, Jonquière, Saint-Vincent. On connaît. Oui, voilà, c'est ça, on est d'accord. À Tarascon, il y a la spécialité, la tarasque. Un gros gâteau au chocolat en forme de tarasque. Trop lourd pour moi, mais je trouve ça cool d'exploiter la mythologie régionale. Absolument. Eh oui, la tarasque reprise dans le mythe, dans le roman d'Alphonse Daudet, Tartarin de Tarascon. Eh oui, je connais. Et oui, je les ai vécus, les années en CE2, en CM1, à CM2, à aller voir le moulin de Daudet tous les ans, parce que c'était le truc touristique, où on mettait les gosses pour, aller voir, c'est super, la chef de Monsieur Seguin tous les ans. Au bout d'un moment, Monsieur Seguin qu'il aille se faire cuire le cul quand même. Parce qu'Alphonse Daudet, on l'aime beaucoup dans le Sud, mais les enfants qui font la primaire dans le Sud, ils se bouffent du Alphonse Daudet toute la scolarité. Donc je peux te dire qu'au bout d'un moment, tu commences à en avoir plein le cul quand même. Donc bravo Alphonse Daudet, on l'aime beaucoup, mais la baraque de Tartarin de Tarascon, moi j'avais 9 ans, j'avais 9 ans, on me dit tiens, tu vas voir là-bas, à Tarascon, Tartarin de Tarascon, j'ai dit qui c'est ce type encore? Déjà il a un nom Tartarin, si on dit ça à Rick Zemmour, ça va pas lui plaire. On me dit non mais c'est la maison de Tartarin de Tarascon, il faisait des safaris, il butait des animaux. Bon moi j'arrivais, j'avais mon bloc-notes, j'y allais, envoyez-moi Tartarin. J'arrive dans la maison de Tartarin, il y a des animaux empaillés au mur, il y a des fusils, j'ai dit tiens il y a une belle ambiance. Je dis au guide alors il est où? On peut le rencontrer Tartarin ou il est où? On me dit non mais en fait c'est un personnage de roman, en fait c'est pas du tout sa maison. Je regarde la tête du lièvre empaillé Made in China, je dis vous nous avez bien baisé quand même. Ah ouais non bon, j'avais 9 ans C'est vrai que je me suis fait rabrouer par la maîtresse Bon après j'ai couché avec, je suis devenu président. Non je rigole, je déconne. Mais oui, dans Tarascon c'est sympa. Après je les aime pas. Alors, Tarascon ça va, mais Beaucaire je les aime pas. Beaucaire c'est une petite ville qui est à côté de Tarascon. Au handball ils étaient hargneux. Je pouvais pas les blairer quand je jouais au handball dans le Gard. Je pouvais pas les blairer. Donc voilà, mais s'il y a des gens de Beaucaire, je vous embrasse aujourd'hui, je vais arrêter le handball, donc j'ai plus de raison d'avoir des griefs contre vous. Beaucaire, ils ont pris une mairie RN il y a pas longtemps. C'est l'une des premières villes assez importantes en France à avoir une mairie RN. Et c'est dans ce coin-là, tu vois. Avant, Tartarin de Tarascon, ils chassaient les animaux, maintenant à Beaucaire, ils chassent les étrangers. Non, arrête, je déconne. C'était une blague. Je rigolais. Mais non, mais les gens qui ont vécu dans le Gard, dans le secteur, confirmeront ce que je dis. Ils savent que les gosses en primaire, tu te bouffes du Alphonse Daudet toute ta scolarité. Il y a mon Éclat 15 qui dit pour l'anecdote, mon grand-père était le gardien de l'église Sainte-Marthe. J'avais le droit aux visites gratuites de la crypte et du clocher. Putain, stylé. Ça, c'est cool. Bah oui, mais je connais bien ce coin. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai vadrouillé par là-bas toute ma vie. En plus, j'ai joué au handball de partout. Et voilà. Bah attends, Stratus 13 qui me dit Beaucaire c'est le 84, mais t'as rêvé mon grand. Beaucaire c'est dans le Gard, attends tu me mets le doute. Bah oui c'est dans le Gard Beaucaire, c'est pas dans le Vaucluse. Il est fou lui. Il a complètement craqué. Stratus 13, t'es à ça d'être banni. D'être banni à vie. Je vais t'appeler Florent d'ailleurs. Florent banni. T'as capté. Non, c'est pas du tout dans le Vaucluse, il est fou lui. Et Éclat 15 qui dit oui le Gard c'est 84, voilà, absolument. Fake news, voilà.
Qu'est-ce qu'on disait? Ouais, non, mais c'est vrai que c'est. Non, mais j'en garde des bons souvenirs, blague à part. Après, on parle de Donald Trump, hein, vous inquiétez pas. Mais ouais, non, j'ai aimé. Hein, mon enfance dans le Gard, c'est joli. Le Gard, c'est joli. Le Gard, c'est un joli coin. Parce que c'est sympa. Nîmes, c'est une très belle ville. Mais c'est une belle ville pour les touristes. On va pas se mentir. Nîmes, t'as des monuments sublimes, évidemment. Les arènes, la Maison Carrée, la Tourmagne, le Jardin de la Fontaine, tu te régales. Ça a été très bien rénové d'ailleurs, le boulevard, l'avenue Feuchère entre la gare et les arènes. Hein, là, je prouve ma connaissance de la ville. Hein. Donc ça a été très bien refait, ça régale. Mais c'est vrai que bon, Nîmes, t'as vite fait le tour. À y habiter, bon, t'as vite fait le tour. Et moi, j'ai grandi à Bellegarde, dans le secteur. Et t'as des coins magnifiques. En plus, le Gard, on rigole, mais c'est quand même, t'as tout. Entre mer et montagne, on est entre mer et montagne. Parce que dans le Gard, t'as Saint-Gilles, t'as les Saintes-Maries de la Mer. Sainte-Marie de la Mer, c'est où? C'est à la mer. Ah oui, c'est à la mer. Et au nord du Gard, tu commences à chatouiller un petit peu la Lozère. Alors, c'est pas la haute montagne. Si t'as prévu de faire du snowboard, va falloir rouler un petit peu plus que Mende. Mais t'es pas loin. Tu vois, le Gard, on rigole, mais c'est quand même une très belle ville. Une très belle ville. Qu'est-ce que je raconte? Mais je suis complètement con. Le Gard, c'est un très beau département parce que t'as tout. T'as tout. Puis t'as plein de paysages. T'as vraiment le paysage de la mer. T'as paysage où tu commences à aller dans les Cévennes, évidemment. Évidemment, ça régale les Cévennes. T'as du fromage de chèvre dans les Cévennes. On adore. Eh oui, crottin de chèvre et compagnie, on adore. Alors attends, on me dit les Saintes-Maries de la Mer, c'est pas dans le Gard. Ça, c'est vrai que par contre, c'est pas impossible. Attends, ouais, ah putain, c'est à la frontière. Ah oui, c'est dans les Bouches-du-Rhône. Oh là 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 là. Oh, l'erreur. Ouais, mais bon, écoute, tu sais, moi je suis camarguais, moi, y a pas de frontière. Tu sais, nous, dans la Camargue, nous, ce qui nous relie, c'est l'amour du taureau et du flamant rose. Hein? C'est cet amour-là. Nous, on me fait fi des frontières. Nous, on est là avec les raseteurs, on va regarder les anciens, on va regarder tout ça, on aime les manades, on aime les fêtes votives. Voilà, on est dans l'amour. Et on n'est pas là pour les frontières entre le Vaucluse, le Gard ou tutti quanti, quoi. Voilà, on est là pour se prendre un rosé glace, on est là pour la faire rien, et voilà, ça me bat les couilles, quoi, à un moment donné, quoi. J'aurais pu devenir cet homme. Si j'étais resté dans le secteur, j'aurais pu devenir cet homme. Et j'aurais été fier parce que vraiment, j'adore les gens du Gard. Ils sont sympas. Ils sont un peu bruts de décoffrage, mais ils sont sympas. Ils sont adorables. Donc non, ça régale. J'aime. Voilà. Ça fait plaisir. Il y a dans ton milieu qui dit on est partagé entre le rire et le coup de pied au cul. Ah ouais, non mais j'adore. Tax Sodium qui dit la Camargue, c'est ton accent quand tu t'énerves, c'est vrai. Non mais c'est beau la Camargue. Je vous montrerai un reportage sur la Camargue il y a pas longtemps. Comme ça je vous montrerai d'où je viens, où j'ai grandi, de ce secteur-là, tu vois. Ouais, je vais grandir à Bellegarde, à Saint-Gilles. Et puis ouais, non mais le Gard, ça régale en vrai. Le Gard, c'est sous-coté. Tu vois, tout le monde va bander sur les villes comme Annecy, tu vois, ces secteurs-là, l'Alsace et tout. La France, c'est un pays magnifique, donc de partout, il y a des coins magnifiques. Mais le Gard, t'as tout. Franchement, t'as des pays... Tu prends la... Merde. Les alentours de Nîmes, là, comment ça s'appelle où t'as des bêtes de maison, là... Merde. C'est un type de végétation spécifique qu'il y a autour de Nîmes, là. Merde. Ah, mais je suis con, aidez-moi dans le chat. Putain, mais je suis trop bête. Le type de végétation qu'il y a autour de Nîmes, c'est tout un quartier qui s'appelle comme ça. La Garrigue, voilà, merci à la Girafe 84. Ah, merci beaucoup. Putain, je suis pas bon, quoi. Je vous vante mon amour de là d'où je viens. C'est quoi la ville avec la maison carrée, là? Narbonne, voilà, la Garrigue, absolument la Garrigue. Tu vois, la Garrigue, c'est un paysage assez sec, c'est magnifique, tu commences à avoir des beaux arbres, c'est tout autour de Nîmes, t'entends les cigales, tu te régales, tu peux passer de là au pied des Cévennes, tu passes à la mer, tu passes à des villes comme Aigues-Mortes. Alors attends, mais du coup, vous m'avez mis le doute, putain, je suis con, Aigues-Mortes, c'est dans le Gard, on est d'accord, ça. On va faire attention aux frontières maintenant, hein. Ouais, à la pointe
pointe du Gard. Aigues-Mortes, c'est le Gard. Aigues-Mortes, quand même, entre Nîmes, avec l'histoire de la Rome antique, Nîmes qui a été quand même une base avancée, moins que Narbonne pour le coup, moins que le secteur de la Narbonnaise, mais Nîmes a été quand même un haut lieu de la culture romaine, de l'Empire romain, la maison carrée, le monument romain le mieux conservé au monde. Donc c'est quand même assez extraordinaire. Et vous avez Aigues-Mortes avec tout le point de départ des croisades et compagnie. Et les fortifications d'Aigues-Mortes qui sont encore bien debout, c'est magnifique. Si vous avez l'occasion, tu te régales. Donc dans le Gard, tu passes vraiment sur des paysages complètement différents, avec des villes qui ont des histoires, qui sont des pans d'histoire à elles-mêmes, et tout ça dans un petit département qui est pas le plus coté, tu vois. C'est pas l'Île-de-France, c'est pas la Haute-Savoie, c'est pas le Haut-Rhin, tu vois. Ça régale, hein. Franchement, ça régale. Et ouais, non, le Gard, c'est vraiment chouette. Puis t'as plein de petits trucs touristiques. Par exemple à Uzès, t'as l'usine Haribo. Alès, c'est une très belle ville. Tu commences à bricoler, par exemple, qu'est-ce que j'aime bien. T'as des coins comme merde, attends. Ah mais si, Uzès, qu'est-ce que je dis? Alès, c'est Uzès, c'est très joli. Saint-Ambrois, t'as un ancien pont là, Saint-Ambrois, qui est sympa comme tout. Tout ce qui est pont Saint-Esprit, t'as le pont du Gard, évidemment. Je veux dire, le pont du Gard quand même. Les mecs, ils se sont fait chier, je veux dire, t'es pas sur un projet de Dodane en plein Châteauroux. Le pont du Gard, les mecs. T'imagines? Mais ça, un jour, je vais faire une semaine thématique sur l'Empire romain. Je vais venir déguisé en toge. On fera une semaine thématique. Vous m'appellerez Remus Romulus Justemilius. Et toute la semaine, on va parler de l'Empire romain. Parce que je suis passionné d'Empire romain. Et je ne comprends pas comment on est passé de l'Empire romain qui a fait le pont du Gard, les arènes, le Colisée, et nous aujourd'hui on fait le comment ça s'appelle cette merde à Paris là, la bibliothèque je sais pas quoi là, avec les tubes qui ressemblent à rien quoi. Je sais plus ce que c'est cette merde, bon on s'en fout. Tu vois, qu'est-ce qui fait qu'en 2000 ans la technologie, la connaissance accumulée, notre civilisation fait de la merde par rapport aux Romains qui avaient des glaives, qui avaient des cordes, et ils te faisaient le Colisée, tu vois. Comment on est passé du Colisée à Conchita Wurst? Ça va être ça le nom de la thématique. Ça va être là le nom de la semaine. Et je vous jure que ça me passionne ce sujet. Ça me passionne de comprendre, parce que j'ai pas la réponse, j'en sais rien, mais on pourrait se manger plein de documentaires pour essayer de comprendre. Parce que je trouve ça passionnant et ça nous emmène vers l'histoire. Et pour le coup, le Gard, t'as voilà, l'histoire romaine qui est omniprésente, et le pont du Gard, quoi. Les types, ils avaient inventé... Oh, l'eau courante! L'eau courante! Les mecs, à Rome, ils avaient des systèmes d'égouts. Il y a 2000 ans. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Nous, on n'a plus que les ordures. Qu'est-ce qui s'est passé? Sous Rome, il y a 2000 ans, ils avaient des systèmes d'égouts. Je ne sais pas si on se rend compte. Moi, demain, tu me dis de gérer une société qui fait des égouts avec des technologies hors du commun, je ne serais pas foutu de le faire. Et eux, ils te faisaient ça. Et quand tu as eu le Moyen-Âge qui s'est installé, enfin, l'équivalent du Moyen-Âge en Italie, ça porte pas ce nom-là, mais au moment du Moyen-Âge, donc entre le 10e et le 13e siècle, tu as les types qui étaient en Italie, donc qui succédaient à l'Empire romain. Le Colisée, ils pensaient que c'était un truc qui avait été déposé par les dieux ou je sais pas quoi. Ils savaient pas comment faire. C'est extraordinaire. Je t'imagine quand même, c'est extraordinaire. Moi, je trouve ça... Enfin, tu vois, je m'emballe. J'adore ce sujet-là. Ça me passionne d'essayer de comprendre comme ça comment les civilisations se succèdent et comment tu passes d'une civilisation qui règne à un truc extraordinaire. Tu prends même l'Égypte, par exemple. Comment on est passé de l'Égypte antique à aujourd'hui les pays dans le secteur, tu vois, en termes de développement et compagnie. Je veux bien la géopolitique, machin, t'as plein de choses. Mais je trouve ça passionnant. Donc ouais. Il y a Divinite, Re974 qui dit: je peux te faire une proposition de découverte, Rémi, je suis certain que tu vas adorer. Mais vas-y, camarade, mets-nous ça dans le chat avec plaisir. Partage avec tout le monde. Ah oui, on est de gauche. Attends, on n'oublie pas quand même. Il est fou, lui. Phil Real 89 qui dit: tu connais le ressentisme? Pas du tout. Qu'est-ce que c'est encore? Aucune idée. Ça a l'air à peu près sérieux parce que c'est en français. Si tu m'avais dit tu connais le Recentration, je t'aurais dit hors de ma vue. Tu pars de cette émission. Ah ouais, non mais... Ah, je sais pas. On fera une émission complète là-dessus. Il y a Miliud qui dit: pour l'Égypte, il y avait une petite notion d'esclavagisme. Oui, mais merci les gars, évidemment. Maintenant, quand tu vois les conditions de travail, par exemple pour construire les stades au Qatar, je suis pas sûr qu'on ait beaucoup avancé par rapport à l'esclavagisme. Je suis pas certain qu'on ait beaucoup de leçons à donner. Hein.
Voilà. Tu vois, bah, t'as vu le propos engagé là? T'as vu ou pas? Ça balance ou ça balance pas quand même? Ah bah c'est pas vivement dimanche ici. Non, attends. Divinite, du coup, qui nous dit regarde sur YouTube le boucanet, le rogaille saucisse de la Réunion. Si tu aimes les paysages, va sur Google Images et regarde la ville de Saint-Pierre de la Réunion. Mais je rêve d'aller à la Réunion, les amis. Mais de toute façon, sur les petits reportages comme on a fait aujourd'hui, vous inquiétez pas, hein. Il va y avoir sur toutes les régions. Et vous connaissez la guinguette. On va faire le tour de plein de régions, de plein de choses, évidemment. Tout ça en chantant du Elvis, bien évidemment. Toujours. Attends, quelle chanson j'aime bien d'Elvis? Bah, c'est pas grave, en même temps on s'en fout. Vous avez peut-être pas envie non plus que je chante du Elvis. Et je peux le comprendre. Donc voilà un petit peu les amis. Tu vois, on s'est perdu, c'est fou. Hein. On s'est perdu, on est passé du coq à Francis Lalanne en toute tranquillité. Taxodium qui dit le jour où Rémi va aux Antilles, il voudra plus en partir. Non mais vraiment, mais je rêve, hein. Franchement je rêve d'aller non seulement aux Antilles mais chez nos amis à Tahiti, à la Réunion, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane. Mais franchement je rêve, hein. Franchement je rêve d'y aller, hein. Franchement faites des dons sur Twitch. On va faire la tournée chez nos amis des Dom Tom. Faites des dons. Ah ouais, faites des dons, payez-moi des vacances. Hein. On y va plein badin. Hein. On va faire le spectacle de partout, faites des dons. Allez-y. Ah ouais. Non, c'est important. Ouais, non, faut pas déconner. Attends, je rêve, ça a l'air magnifique. Donc voilà un petit peu les amis. Attends. Ah, je baille. Ah là là. Wise men say only fool rush in, but I can't help falling in love with you. Elvis Presley, pour vous, en tournée dans tous les intermarchés de France. Il sera le 14 à Gradignan, le 18 à Lannion, le 22 à Bourg-le-Roi, le 29 à Champagnole et le 8 à Colmar. N'oubliez pas la tournée d'Elvis Presley qui sera disponible au rayon frais entre le rayon produits secs et fruits et légumes pour vous aujourd'hui. Ouais. Hein, non mais tu vois, il y a Elchez qui dit les poils. Ouais. Parce qu'il y a une voix. En fait, vous n'osez pas le reconnaître. C'est ça que j'ai reconnu. Je vous ai reconnu. Vous êtes habitué, oui, Rémi, c'est le beauf, physique approximatif, voilà. En fait, quand je pousse la chansonnette, je sais que vous chialez derrière votre écran. Non, mais je m'en doute, et je le comprends. Et puis, pourrais-je vous en vouloir? Je ne crois pas. Donc non. Il y a un Oriane. Ouais. Alors, ah putain, pourquoi je baille? C'est peut-être parce que j'ai mangé de la pastèque à midi. Ha! Merci à Dans ton milieu qui vient d'offrir un sub à Xanax 50 000. Merci beaucoup les amis. Il y a Godco qui dit on en meurt d'envie après ton spectacle. Alors moi je vais vous le dire tout de suite les copains. Ça c'est une annonce officielle que je fais. Pour la suite de la tournée du spectacle, jusqu'à fin 2026, je vous redonne les dates là qui arrivent. Donc il y a le Québec, ça vous le savez. Merci à Eterniae pour le sub 11e mois. Il va y avoir le Nérac le 12 septembre, Le Mans le 9 octobre, Metz le 17 octobre, Strasbourg le 18, La Rochelle le 24 octobre, pardon, Plan de campagne le 7 novembre, Paris le 20 novembre, Genève le 13 décembre. Alors les amis, on va faire un truc. Très, très simple. Vous voyez ces dates. Déjà, vous prenez vos billets. On va faire la fête, on va se fendre la gueule. Bon. S'il y en a qui arrivent à organiser un karaoké à la suite du spectacle, je vous jure qu'on va se fendre la gueule. Et je vous jure que je vais chanter du Carlos jusqu'au bout de la nuit. Donc, si vous êtes partant pour organiser ce genre de sauterie, vous me contactez et on fait ça quand vous voulez, à n'importe quelle date, on fait ça quand vous voulez. Parce que ce que vous comprenez pas, c'est que moi, j'ai envie de faire le spectacle, j'ai envie de vivre cette aventure avec vous. Vous proposez un spectacle, un one-man show digne de ce nom, où vous fendez la gueule, on s'amuse bien et compagnie. Mais par contre, si vous me proposez des dingues, idéalement le lendemain du spectacle ou après le spectacle, parce que la veille, je vais pas me mettre une cracotte, tu vois. Mais si vous me proposez des dingues, moi, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'en fait, on est une bande d'amis, les copains. Tu vois, à Lausanne, mercredi, on a fait l'apéro Telegram du coin des gens qui sont à Lausanne.
J'ai des témoins. Il y a mon Geoffroy 90 qui est là, que j'embrasse. Et madame, évidemment, madame Geoffroy 90. C'était une soirée entre potes, tu vois. C'était une soirée entre potes. L'idée, c'est au départ, fallait casser la glace. Les gens se connaissent pas, il y a pas de souci. Mais en fait, c'était une soirée entre copains. Et à la fin, ça trinquait, ça s'envoyait des blagues. Et c'est ça qui est cool. C'est ça. Et moi, c'est ça que je veux faire. Je veux faire ça avec vous. C'est pas un effet de manche. Je vous dis pas ça pour me jouer le mec cool sur Twitch. Et en fait, je suis un connard dans la vraie vie. Alors, je suis peut-être un connard, mais je suis un connard en buvant des coups. Voilà. Et on fait des vrais trucs. Donc non, ça c'est très important. Et mon Geoffroy, tu vois, voilà. Et je ne l'ai pas rémunéré. Il dit, il est encore plus beau en vrai. Ah, alors, ça vous embouche un coin, hein. Je t'envoie ton chèque, Geoffroy, plus tard. Mais non, mais voilà, les amis, blague à part. C'est un truc auquel je tiens vraiment. C'est pas une vanne, tout ce que je vous dis sur l'importance de se réunir. Dès que je peux, qu'on fasse des trucs ensemble, qu'on vive des bons moments. C'est vraiment ça, les copains. C'est vraiment ça. C'est pas des paroles en l'air. Et donc, moi, karaoké après, j'adore le karaoké. Je suis chaud. Je suis évidemment chaud. Alors, attends. Et je peux même te faire du Henri Salvador. Et là, c'est un petit peu... Là, c'est un petit peu plus... tu vois. Regarde. Fermez les yeux. Fermez tout. Fermez tous les orifices. Vous allez voir, fermez les yeux, on est sur Nostalgie, on est sur la 12, on arrive à la bifurcation de Montélimar, il y a les parents qui conduisent, vous êtes à l'arrière, et là Nostalgie te dit, et tout de suite, Henri Salvador. Là, tu entends le doux roulis des voitures, ferme les yeux. Tu viens de manger ton sandwich triangle Sodebo, t'as un peu mal au ventre parce que naturellement c'est de la merde, t'as pas fini ton petit paquet de Dragibus. Tu regardes par la fenêtre, ton daron conduit et fume une Marlboro Light, et là il se passe ça, tu vois. J'aimerais voir du soleil vert, désolant et des théières, le bord de mer, dans mon jardin d'hiver. Tu les as les vacances ou pas? Tu pars en vacances ou pas avec ça? Henri Salvador Dali. Henri Labrador. Ah, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Faut essayer. Après. Henri Labrador. Pour vous, en tournée dans toute la France. Ah ouais, non mais c'est pas mal, non? Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe. Tu vois, et Eterniae qui dit oui, il y a quoi dans la gourde? Et voilà, il m'a énervé. Voilà. On peut pas rigoler, on peut pas faire des blagues, on peut pas s'amuser sans qu'il y ait des gens qui disent ah mais il est sûrement bourré. Mais si seulement j'étais bourré. Mais tu te rends bien compte que si je fais ça d'être devant vous, j'aimerais bien foutre autre chose d'être au bar. Hein, tu te doutes bien. Donc si j'avais envie de me tabasser la gueule, je resterais pas là. Hein. Ça, mais tu vois, ça, c'est les gens de gauche. Ah, ils cassent les couilles. Ah ouais, non, mais tu sais, tu t'amuses, tu fais des blagues, tu rigoles. T'as toujours... Ah ouais, il a bu de l'alcool. La France se meurt de gens comme vous. Ah, excusez-moi de le rappeler. Excusez-moi. Ah ouais, ça, c'est insupportable. Ouais. Ah ouais. Bayard 92, c'est une gourde du Tour de France avec les produits qu'on connaît pas. Franchement, c'est possible. Ah non, mais c'est terrible. Mais les amis, un peu de sérieux. Voilà, vous me poussez à faire des bêtises. Un petit peu de sérieux, les copains. On va aller vers le gros sujet du jour. On passe du coq à l'âne. Vous le savez, c'est l'esprit du Juste Bistrot. J'ai envie de partir dans tous les sens et il y a du sérieux. Ça plaît pas, putain. Nous, on emmerde les bien-pensants, putain. Nous, on est là pour le plaisir, on est là pour l'amour. Et j'ai envie d'envoyer un putain de message, un putain de message à tous les pisserois, qui cassent l'ambiance, à tous les gens qui disent on peut pas rire, on peut pas être ensemble. Moi j'ai envie qu'on soit ensemble, j'ai envie qu'on s'amuse et qu'on dise à tous ceux qui veulent pas qu'on s'amuse, qu'on leur dise bah allez vous faire voir putain. Voilà, nous on s'amuse, on est des fous et on s'en fout de ce que les pauvres et jaloux peuvent penser de nous, on est des dingues. Non, sérieux. Tu vois, j'ai l'air partir. Il faut juste, c'est une question de se canaliser. Et c'est vrai que, après vous avoir fait Henri Labrador, c'est pas facile
de repartir sur un sujet sérieux. Donc, on va y aller. Tu vois, il faut une transition, il faut une certaine souplesse intellectuelle, et je sais que vous l'avez. Si vous êtes là, c'est que vous faites partie, évidemment, vous faites partie de l'élite, de la crème, the cream of cheesecake, les amis. Et donc, on va aller sur le gros sujet que je vous promets d'ailleurs depuis environ une semaine, les copains. Ce sujet, les amis, on va aller aux États-Unis. Donald Trump et l'affaire Palantir. Pourquoi Trump est en train de nous préparer un Big Brother MAGA? Alors, j'explique là-dessus parce que vous connaissez un peu, pour ceux qui suivent, mes positions sur Donald Trump ces derniers temps. J'appelle évidemment à la prudence. Alors, je ne vais pas vous refaire tout le dossier sur les promesses non tenues de Trump et compagnie. Je vous renvoie notamment sur l'interview que j'ai pu faire chez Idriss Aberkane il y a environ une semaine maintenant. Je vais proposer une autre vidéo d'ailleurs bientôt sur tout ça, un peu sur un pré-bilan, on va dire, de Donald Trump. Mais là, en fait, presque, c'est décorrélé de tout ça. Le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui est bien plus grave que le reste. On est au niveau de la marche arrière de Trump sur le dossier Epstein. Et je le pense profondément. C'est pas un effet de manche, je vais essayer de vous le démontrer, c'est tout l'objet de cette séquence, où il y a une alliance factuelle entre Trump et l'État profond, pour le coup, qui est en train de se jouer sous nos yeux, et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer aujourd'hui avec cette affaire Palantir. Donc, dites-moi déjà en commentaire dans le chat si vous connaissez cette histoire de Palantir, cette entreprise Palantir, si ça vous dit quelque chose au-delà de la référence du Seigneur des Anneaux, pour ceux qui connaissent, mais d'ailleurs, ceux qui connaissent vont très vite voir le lien avec ce que je vais vous dire, parce que si vous connaissez le Seigneur des Anneaux, le Palantir, tu mets tes mains dessus, qu'est-ce qui se passe? Tu peux voir des trucs. T'as compris l'idée? Donc, sur cette séquence, les amis, on va creuser ce lien entre Trump et l'État profond, et on va vraiment tout décortiquer sur ce dossier Palantir. D'abord, en guise d'échauffement, Trump et l'État profond. Alors, on le sait, c'est une promesse de campagne, d'ailleurs, même une promesse de campagne avant le premier mandat de Donald Trump, avant 2016. C'est une promesse de Trump de lutter contre l'État profond. Je ne reviendrai pas là-dessus, est-ce que ça marche pas. Je vous donne ces éléments par rapport à Palantir, vous jugerez par vous-même. Et je pense qu'ils apportent une réponse. Mais on a eu quelques éléments ces derniers temps qui nous montrent une certaine porosité entre Donald Trump et l'État profond. Une certaine porosité factuelle. Je pense par exemple à l'affaire, alors pour ceux qui ont suivi, l'affaire des ports du canal de Panama. Donc ça fait environ 2 mois maintenant. Donald Trump avait lancé une sorte d'opération pour que le canal de Panama soit renommé canal de l'Amérique. On avait beaucoup parlé de ça, du changement de nom. Ça avait beaucoup focalisé l'attention des médias du monde entier. Mais curieusement, et c'est souvent comme ça, il y avait eu une focalisation de l'attention sur le changement de nom, alors qu'en vérité on n'en a rien à foutre, et peu de médias ont parlé des véritables dossiers, du véritable deal derrière cette histoire de canal de Panama. Parce que pendant que tout le monde glosait sur le changement de nom, Trump négociait en coulisses un deal concernant l'exploitation des ports sur le canal de Panama, qui sont des ports parmi les plus usités au monde, et il y a un enjeu géostratégique monstrueux. Et qu'est-ce qu'on avait appris à ce moment-là? Je le tiens d'un article du Courrier international en date du 5 mars 2025, je vous lis. L'américain BlackRock achète les ports du canal de Panama grâce à Trump. Le fonds de gestion d'actifs prend le contrôle de 2 installations portuaires du canal reliant le Pacifique à l'Atlantique. L'accord de 22,8 milliards de dollars conclu avec l'entreprise de Hong Kong, propriétaire de l'ouvrage, répond au discours répété du président américain. Donc, sur ce dossier, on avait appris que Trump négociait main dans la main avec BlackRock. Vous connaissez mes positions là-dessus, les amis. Je le répète parce que c'est très important si vous regardez cet extrait après coup. Mon idée n'est pas de dire Trump c'est bien, c'est pas bien. C'est pas le sujet, chacun a son avis là-dessus. Mon idée est de prendre les promesses de Trump et voir ce qu'il en est factuellement. Et factuellement, quand vous dites que vous luttez contre l'État profond, mais qu'en coulisses vous faites des deals avec BlackRock, ça égratigne un petit peu votre image. Il y a un deuxième élément qui m'a fait devenir de plus en plus méfiant concernant la lutte de Donald Trump contre l'État profond, c'est le cas de Scott Bessent. Alors, ce nom vous dit peut-être quelque chose ou pas. Scott Bessent a été nommé par Donald Trump secrétaire
du Trésor aux États-Unis. Donc quand tu gères la tirelire des États-Unis, tu as une certaine responsabilité. Hein, c'est quand même un très haut poste de l'administration américaine. Ce monsieur a été nommé le 28 janvier 2025, après la prise de pouvoir de Donald Trump. Et Scott Bessent, je vais vous montrer sa fiche Wikipédia. Je sais que beaucoup d'entre vous, chers spectateurs, n'aiment pas Wikipédia, mais vous pouvez chercher sur d'autres sources, évidemment. Tout ça est factuel. Je prends Wikipédia par facilité, mais j'ai vérifié les infos concernant le parcours de Scott Bessent, et ce que je vais vous dire est factuel, avec d'autres sources, plus crédibles. Donc voilà. Là encore, quand on se dit Trump lutte contre l'État profond, et qu'on regarde le parcours de son secrétaire au Trésor, on se dit, tiens, est-ce qu'il nous prendrait pas pour des pancakes? Parce que Scott Bessent, avant de devenir secrétaire du Trésor, il a eu un parcours dans le monde des affaires et de l'investissement, mais il a surtout commencé chez un certain George Soros. Je vais vous lire ce que nous dit Wikipédia, et vous voyez, il y a quand même une jolie collection de sources, on les regardera si vous voulez. Bessent a rejoint la Soros Fund Management en 91 et est associé au sein de l'entreprise tout au long des années 90, devenant finalement le responsable du bureau de Londres. En 92, Bessent fait partie de l'équipe qui a misé sur l'effondrement du mercredi noir de la livre sterling, générant plus d'1 milliard de dollars pour l'entreprise. Tu vois. Donc les sources, on peut les regarder, hein. T'en as une paire. T'as Reuters, le Wall Street Journal, Financial Times, t'as beaucoup de sources qui nous parlent du parcours de Scott Bessent. Donc, tu te dis, Trump négocie des deals d'ampleur, 23 milliards de dollars, c'est quand même pas rien, avec BlackRock. Trump nomme autour de lui au Trésor, je le redis, au Trésor, quelqu'un qui vient tout droit de l'univers Soros. À un moment donné, ça fait peut-être un peu beaucoup. Et là, sincèrement, cette affaire Palantir, pour moi, a fermé le couvercle du cercueil de la promesse de Trump. Et en mon fort intérieur, je suis assez convaincu de Trump, et c'est ce que j'ai dit chez Idriss Aberkan, comme visage populiste de l'État profond. Et cette histoire de Palantir, on va la prendre dans l'ordre, parce que c'est une rumeur qui date quasiment de la prise de pouvoir de Donald Trump, où le nom Palantir est beaucoup revenu dans les débats, où on a dit Trump est main dans la main avec cette entreprise, c'est extrêmement suspect, il y a peu de médias mainstream qui en ont parlé, même des médias anti-Trump qui auraient pu s'en servir pour le décrédibiliser. Peut-être que ça viendra, d'ailleurs, hein, c'est le petit pari que je fais dans cette vidéo, c'est qu'à mon avis, vous n'avez pas fini d'en entendre parler, et les médias anti-Trump, c'est-à-dire quasiment tous, du côté des mainstream, devraient pas tarder à se réveiller et vous parler de Palantir. Donc si vous n'avez pas entendu parler de Palantir, que vous le découvrez avec cette vidéo, j'espère que vous penserez à moi quand le scandale va exploser. Alors, je vais vous présenter en détail Palantir, pour poser vraiment le contexte, être précis là-dessus. Palantir a été fondé par ce monsieur, que vous connaissez peut-être, un certain Peter Thiel, que l'on a retrouvé aux manettes de la création de PayPal, notamment. Et Peter Thiel fonde Palantir Technologies, l'entreprise Palantir Technologies, en 2003. Donc il y a plus de 22 ans au moment où je vous parle, avec deux autres fondateurs, Alex Karp et Nathan Gettings, des hommes fortunés du milieu des affaires, / Silicon Valley. Le domaine d'activité de Palantir, c'est, je cite, la présentation la plus générale qui est faite, l'analyse de données massives. Donc en gros, Palantir a pour objectif de collecter des données, mais de manière industrielle, vraiment des quantités massives de données, les traiter et fournir des informations. Là, si je m'arrête là, tu vas me dire, Rémi, oui, ils ont inventé le tableau Excel. Bon, est-ce qu'il y a de quoi se taper le cul par terre? Alors, c'est au niveau des clients de Palantir que tu vas comprendre que ça se corse. Les principaux clients de Palantir, aujourd'hui, sont la CIA, le FBI et le département de la défense US. Ah, entre autres. Donc, ça vous donne une petite idée, à la fois des outils que peut proposer Palantir et de l'intérêt que certaines personnes peuvent avoir pour ces outils. Mais je continue ma présentation. Parce que vraiment, les amis, de temps en temps, j'entends la critique, et c'est vrai, hein, elle est tout à fait recevable, qu'on me dit « Rémi, tu te mouilles pas, c'est sûr que t'es pas emmerdé, tu dis rien contre l'État profond. » Bon, regardez la vidéo, puis on en reparle. Voilà. Hein, bon. Palantir Technologies a donc ces clients-là. Et en gros, l'offre de Palantir Technologies, vous avez deux grosses solutions qui sont proposées. La première est un logiciel, mais c'est beaucoup plus gros que ça, qui s'appelle Foundry, en anglais qui veut dire fonderie, où là tu fais fondre des trucs,
qui permet le traitement de données massives dans les secteurs de la finance, de l'assurance, de la santé, des transports et des biens de consommation. C'est simple comme bonjour, ça collecte des données, ça les traite, ça fournit des rapports dans ces secteurs-là. Mais Palantir est surtout connu pour le premier de ses logiciels qui s'appelle Gotham, qui a comme client la NSA, le FBI et la CIA, comme je vous disais, qui se concentre sur le renseignement et le traitement des données justement à des fins de renseignement. Et ce logiciel est tellement intéressant, apparemment, qu'on a appris dans un article de Télérama du 27 janvier 2017 que parmi les clients de Palantir concernant le logiciel Gotham, il y avait la DGSI en France, la Direction Générale des Services Intérieurs Français, qui a signé un contrat de 10 millions d'euros avec Palantir. Tu vois ? Donc, pour vous dire en plus les ramifications du bordel, je vous donne des éléments de contexte, après on va creuser. Mais les ramifications, vous commencez à les voir de manière assez facile. Mais ce que je trouve fou, c'est que j'ai mené cette enquête, ça fait plusieurs semaines que je travaille sur ce sujet. Plus j'avançais, et plus je me disais, mais je suis passé de Palantir, j'en avais entendu vaguement parler, à une toile d'araignée où tu te dis, bah évidemment. Et quand tu sais qu'il y a Trump aux manettes de ça, en tout cas aux manettes de l'accélération de tout ça, ça fait froid dans le dos. Donc je continue. Je vous ai parlé de Peter Thiel, dont je vous ai montré la photo. Et Peter Thiel, qui est l'un des cofondateurs de Palantir, mais qui est vraiment le visage de Palantir. C'est lui qui est dans les médias, c'est lui qui parle beaucoup et compagnie. Peter Thiel, c'est un très gentil monsieur. Et c'est pour ça, là je m'adresse aux pro-Trump qui regardent cette vidéo en disant « Rémi, c'est n'importe quoi, comment tu peux supputer que Palantir c'est l'état profond ?» Oh ! C'est vrai, comment pourrais-je supputer ? Alors, je vais vous présenter Peter Thiel, c'est encore le plus simple. Donc, pour certains qui connaissent un peu la vie d'Elon Musk, vous avez déjà entendu parler de Peter Thiel parce qu'il est considéré comme le co-créateur de PayPal. En 2000, Peter Thiel fusionne PayPal avec la société d'Elon Musk qui s'appelait X.com, qui était une société un peu dans le secteur des paiements aussi. Les deux fusionnent et vont vraiment donner naissance à PayPal en 2000. Les deux hommes vont travailler ensemble. Et donc, voilà, ceux qui connaissent un peu la vie de Musk ont entendu parler de Peter Thiel, qui a fait fortune avec PayPal notamment, qui s'est installé dans la Silicon Valley, comme on dit, et dans le monde des affaires aux États-Unis. Mais ce monsieur n'a pas fait que ça. Il a mis des billes un peu de partout. C'est notamment le premier investisseur aujourd'hui de Facebook, par exemple. Investisseur extérieur au sens, vous avez différents actionnaires, vous avez des actionnaires internes, ceux qui bossent dans la boîte et qui sont actionnaires, et les investisseurs extérieurs, c'est ceux qui sont actionnaires, mais à l'externe, vous avez compris l'idée. C'est aussi quelqu'un, on en a parlé, rappelez-vous, qui, Peter Thiel est l'une des personnalités américaines qui font le plus la promotion des Handset Games. Qu'est-ce que c'est les Handset Games ? Rappelez-vous, c'est les compétitions de sport avec dopage autorisé. Petite présentation. Ce nageur grec qui crawl seul dans la piscine est heureux. Il vient tout simplement de battre un record du monde intouchable depuis plus de 15 ans, celui du 50 mètres nage libre. Enfin, pas légalement puisque cela fait 3 mois qu'il se drogue pour y arriver. It's been the line between possible and impossible, and breaking it will change that line forever. Kolomev fait en réalité la promotion de la première édition des Enhanced Games, traduction les jeux améliorés, une compétition où les athlètes auront le droit de se doper. I believe in superhumanity. The next era of human potential is here. On le sait maintenant. Donc ces jeux, en gros, le projet est de faire, l'idée est de faire une compétition parallèle aux Jeux Olympiques où le dopage est autorisé. Peter Thiel est l'un des promoteurs de ce projet-là. D'autres petits éléments, après, je vous donne ça pêle-mêle, vous en pensez ce que vous voulez. Peter Thiel était l'un des conseillers de Trump sur son premier mandat après 2016. C'est d'ailleurs l'un des donateurs également de la campagne de Trump en 2016. Il avait donné à hauteur de 1,5 million d'euros. Mais ça, à la limite, on s'en fout. Ce qui est intéressant avec Peter Thiel, c'est certains autres dossiers, notamment ce qu'on a pu apprendre dans un article de l'Express du 9 novembre 2016, où on apprend, alors là, après, hasard Balthazar. Après, moi, je vous dis pas... Voilà, c'est comme d'hab, hein, arrêtons d'être complotistes, regardons l'actualité. Peter Thiel est membre du comité de direction du groupe Bilderberg. Bon, dis donc. Oh, c'est dingue. Oh non, c'est dingue. Oh, c'est dingue. Et tu te dis, oh, c'est déjà pas mal.
comité de direction Bilderberg, tu commences quand même à chatouiller. Mais pas que. Hein. Il est également Young Global Leader en 2007, évidemment. Et un article de The Atlantic du 9 novembre 2023, cet article-là, qui avait travaillé un peu sur les ramifications de l'empire Peter Thiel, on va dire. Cet article avait révélé, en tout cas je me cache derrière la source de The Atlantic, hein, que Peter Thiel était connu pour être un informateur du FBI surnommé le philosophe. Donc vous avez à peu près les ramifications du bonhomme. Hein, pour vous donner un ordre d'idée de qui nous avons en face de nous, vous avez une immense fortune, un milliardaire américain de la Silicon Valley, membre du groupe Bilderberg, Young Global Leader, informateur du FBI, qui a des tendances, on va dire, entre l'affairisme et le transhumanisme, parce que l'histoire des Onset Games, c'est quand même ce que ça veut dire, c'est l'une des premières étapes vers le transhumanisme. Quand tu mets tout ça, tu te dis, on est nickel. C'est vraiment le mec avec qui tu as envie de faire un pique-nique. Où tu te dis, lui, on peut avoir confiance. Lui, vraiment, on peut avoir confiance. Et évidemment, j'ai pas fini. Parce que cette histoire de Palantir, il y a beaucoup de zones d'ombre. Là, je vous ai donné les contours du bordel. Et quand on rentre dans l'affaire, tu comprends, pour moi, de manière factuelle et définitive, je pèse mes mots, hein, vous connaissez la maison, c'est pas tous les jours que je conclue sur un sujet ou que je prends pas trop de pincettes. C'est, pour moi, Peter Thiel est le symbole de la pénétration de l'état profond dans l'univers de Donald Trump et de la supercherie des promesses de Trump de lutter contre l'état profond, en termes de surveillance de la population, en termes de restriction des libertés individuelles. Les relations Palantir-Trump véritablement sont une preuve que Trump ne lutte absolument pas contre l'état profond, ou alors qu'il en est devenu la victime. Ça, je veux bien le croire, avec l'attentat évidemment qu'il a eu, peut-être que ça l'a calmé. C'est aussi une piste à considérer, faut pas déconner. Donc, j'ai mené une enquête là-dessus, les amis, une enquête de plusieurs semaines, qui a abouti à une vidéo beaucoup plus longue. Je le redis, j'insiste là-dessus, parce que parfois on fait la critique sur mon travail, qui est de dire Rémi se mouille pas assez sur les sujets chauds, et c'est vrai, parfois, je l'assume. Là, pour le coup, je vous invite à regarder la vidéo de mon enquête, et de faire le même constat. J'espère gagner quelques galons là-dessus, parce que donc dans l'enquête que je vais vous proposer sur cette vidéo, que vous pouvez télécharger gratuitement, évidemment les amis, il faut que je vous donne les détails, sinon c'est pas drôle. Vous avez un lien dans la description de cette vidéo, ou dans le premier commentaire si vous regardez le replay YouTube. Sur Twitch, je vous donne le lien dans le chat si vous voulez. Si vous voulez récupérer donc cette vidéo qui est une enquête qu'on a publiée dans la boîte noire, vous connaissez peut-être un peu nos habitudes, cette plateforme que nous avons développée nous-mêmes pour justement aller vers des sujets chauds qui malheureusement feraient en sorte que si on publiait ces enquêtes vidéo sur YouTube, on aurait un peu plus de problèmes. Là, on est tout à fait de notre côté, et l'idée de l'enquête, c'était vraiment d'exposer cette toile d'araignée et de comprendre les enjeux qu'il y a là-dessous. Donc les liens entre Trump et Peter Thiel, par exemple. Je vous donne les grands chapitres de la vidéo que vous puissiez comprendre. Les liens entre Trump et Peter Thiel, on a des liens passés lors du premier mandat de 2016, mais qui aujourd'hui deviennent des liens contractuels. Vous avez des contrats à plusieurs centaines de milliers de dollars qui ont été signés entre des départements du pouvoir américain et Palantir, à des fins plus qu'inquiétantes. Il y a l'encadrement de l'immigration, vous en avez peut-être entendu parler. Elon Musk, avec le Doge, a travaillé avec Peter Thiel, ce qui met d'ailleurs un conflit d'intérêts, mais c'est encore un autre débat. Et il y a plusieurs départements américains qui ont signé des contrats sur des objectifs qui ne concernent pas que les migrants à la frontière mexicaine, sur des projets d'espionnage des citoyens américains et de surveillance des citoyens américains. On a aussi les liens Musk-Thiel, je vous en ai déjà un petit peu parlé. Donc, c'est une mise en place d'outils de surveillance majeurs, un Big Brother à la sauce MAGA, et je pèse mes mots, à travers des contrats juteux. Donc on est à l'encontre des promesses du Doge. Quand vous allez voir les montants qui sont engagés, j'ai tout un volet dans la vidéo que vous pouvez récupérer les amis, j'ai tout un volet là-dessus où tu te dis le Doge voulait réduire les dépenses de pognon aux États-Unis. Il y avait quelque chose. Et on a les liens clairs entre Palantir et l'état profond. Évidemment, ce que j'ai essayé de vous démontrer tout à l'heure, mais ça va beaucoup plus loin. Donc, c'est la thèse que je développe dans cette vidéo d'enquête, les amis, c'est véritablement comment l'État profond a infiltré l'administration Trump avec des personnes. Vous avez des gens autour de Trump qui ont un lien clair avec Palantir. Je vous dis, vous avez compris pourquoi je ne peux pas trop dire sur YouTube en plus. Vous avez compris l'idée, les amis. Donc, je vous renvoie vraiment
vers la vidéo d'enquête qui est gratuite. Hein. On vous l'envoie par mail, c'est tout. Après, vous regardez, et voilà, il y a rien de plus, les amis. Mais c'est très important pour moi que vous puissiez découvrir ce travail d'enquête que je fais sur la boîte noire, que je ne mets pas sur YouTube, donc c'est pas visible, mais c'est beaucoup de travail aussi, beaucoup de travail en coulisses que vous ne voyez pas forcément, parce que c'est tout le principe de la boîte noire. Mais j'ai aussi à cœur de vous en parler pour vous montrer ce qui se passe en coulisses. Derrière le Juste Bistrot, derrière les vidéos YouTube, derrière la partie publique, il y a aussi tout ce travail-là. Et je comprends aussi pourquoi parfois certaines personnes me disent « Rémi, tu te mouilles pas ». C'est juste que je me mouille, mais sur notre plateforme à nous, pour éviter d'avoir des soucis. Voilà, donc voilà un peu l'idée de cette vidéo, les amis. Je le redis, lien en description dans le premier commentaire. Je le remets si vous regardez en direct sur Twitch. Et comme ça, vous pouvez récupérer tout ça. N'hésitez pas à m'écrire par mail pour me donner votre avis, les copains. remy@juste-milieu.fr. Comme ça, j'ai vos retours et c'est très important de savoir ce que vous pensez de cette enquête. Voilà, les amis, sur cette séquence Palantir, ce que je voulais vous dire. Dites-moi un peu dans le chat, là, les copains, qui connaissait, qui a entendu parler de ce truc-là, parce que je vous avoue, modestement, je connaissais pas au moins. J'en avais entendu vaguement parler, notamment en ayant bossé sur Musk, mais vraiment l'activité de Palantir, je ne savais pas. Et j'ai eu l'impression de découvrir un peu le poteau rose, je ne vais pas vous mentir. Mithridat, je réitère ce que je disais la fois précédente, il faut que tu regardes Arès, c'est exactement ça, je t'ai envoyé un mail. Mais oui, camarade, je fais ce que je peux, mais j'arrive. Mange-mort, qui dit j'ai travaillé pour Palantir il y a 10 ans. C'est fou. Aux États-Unis ou en France? Philanthrope, vite fait mais pas creusé. Blueby 3, c'est des monstres sans cœur. Stratus 13, juste entendu parler. Hervéro, j'étais au courant, plus le scandale de Tsahal. Oui, en plus il y a ces liens-là. D'où l'idée de mettre une vidéo un peu plus cachée. G-Day 1er qui dit coucou, tu as vu la révélation de Wall Street Journal d'aujourd'hui sur Trump et Epstein? Alors ça me dit rien. Est-ce que tu peux dire rapidement dans le chat ce dont il s'agit, pour savoir si je l'ai suivi ou si tu parles d'autre chose. Et il y a Mange-Mort qui est en France, apparemment qui a bossé en France pour Palantir. Mais attends, Mange-Mort, c'est pas toi qui as dit tout à l'heure dans le chat, bref, du sensationnalisme ici? Ah oui, je comprends pourquoi tu dis ça, si t'as bossé pour Palantir. Je comprends pourquoi il vaut mieux qu'on lâche pas les dossiers sur vous, oui, j'imagine. Donc voilà un petit peu les amis sur ce dossier-là. J'avais à cœur de vous en parler et j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours, de savoir ce que vous en avez pensé. Les copains, los amigos, on le dit, hein, toujours, plus que jamais. Voilà les copains. Mange-mort qui dit non, lis le message que j'ai posté avant surtout. Bah attends, remets-le-moi les copains, remets-le-moi camarade ton message, parce qu'il y a beaucoup de trucs. J'essaie de m'y retrouver, mais parfois je m'y perds. Donc remets-moi le message dont tu parles. Voilà. Attends, je crois que je t'ai vu. Attends, c'est un long truc, bouge pas. Attends, t'es où? Non, je l'ai vu, je l'ai pas vu. Merde, je l'ai pas vu. Non, attends, si, je l'ai, attends, ça doit être ça. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'ils ne volent pas les données, ils les achètent via des contrats bien définis. C'est une entreprise privée, les renseignements se renseignent, oui, c'est leur métier. Ah bah ça va alors. Pardon, bah allez pas voir mon enquête, laissez tomber. Je suis con, les renseignements se renseignent, bah oui. Je suis con. Tout va bien s'ils les achètent, les données. Excuse-moi, je suis con. Bah non, mes camarades... T'es en léger conflit d'intérêts, après c'est chouette d'avoir le débat. Mais l'argument de ils achètent les données, donc ça va. Sur l'usage en termes de... On est d'accord qu'il y a un usage pour les services de renseignement, il y a un usage d'espionnage des citoyens, on est d'accord, hein, qui aboutit presque à un empiètement sur les libertés individuelles, on est d'accord, hein, sur le droit à la vie privée, des choses comme ça, on est d'accord que tout n'est pas positif quand même chez Palantir, j'espère, hein. J-Day 1er qui dit message en langage codé de Trump qui souhaite un bon anniversaire à Epstein. Ah bah faut que je me renseigne, non j'ai pas vu ce truc là, faut que je me renseigne. Anarchy08 qui dit hypothèse possible, Trump crée sa propre version de l'état profond afin de pouvoir agir en profondeur en s'alliant à certains ou pas, ça reste une piste de réflexion. Non mais bon, Anarchy08, je t'adore, t'es un collègue, t'es un fidèle, tu le sais. Mais les gars, arrêtez, je vous en supplie. S'il vous plaît.
Après, je suis d'accord avec toi sur la démarche de se poser des questions et tout. Mais il y a se poser des questions et il y a inventer de la science-fiction. À un moment donné, tu connais ma posture là-dessus. Et peut-être que t'as raison, comme d'hab, hein, comme dit. Mais bon, je commence à avoir un petit peu de mal. Attends, il y a Mange-Mort qui répond. Mais en vrai, le débat est super intéressant. Pas d'accord là-dessus. Tu sais quelles sont les entreprises principales, de qui récupèrent leurs données et quel type de données? Ah, mais je ne le sais pas et je suppose que toi, t'as pas le droit de le dire parce que j'imagine qu'il y a une confidentialité. Mais ce que j'ai appris me suffit, camarade. Hein. Ce que j'ai appris me suffit. Hein. T'es pas obligé de faire le service après-vente. Honnêtement, je pense pas changer d'avis. Je vais pas te mentir. Hein. Je pense pas changer d'avis. Et JD premier qui dit en tout cas le Wall Street fait le taf. Ouais, absolument. Comme quoi il reste de bons journalistes. Complètement d'accord avec toi. Donc ouais, non mais après je taquine mon Anarchy 08, hein, je te taquine. Mais c'est vrai que on est vraiment dans le truc de suivez le plan, tu vois. C'est le plan, vous inquiétez pas. Alors en fait, Trump, l'état profond, il est trop fort, il a voulu le buter, mais Trump, il a réussi à faire son propre état profond. C'est un peu comme les quiches Lorraine, l'état profond. C'est que si t'aimes pas la recette de ta grand-mère, tu te fais ta propre recette. Non mais je te taquine. Moi, Anarchy 08 qui dit c'est une hypothèse, Rémi, je n'ai jamais affirmé que c'est probable. Je sais, camarade, mais je l'ai dit, t'inquiète, y a pas de souci, je te taquine. Et Mange-Mort qui dit je travaillais pas pour Palantir, mais pour un industriel français qui leur vendait de la data. Ah oui, donc en plus, tu racontes n'importe quoi. Je t'aime beaucoup, Mange-Mort, mais on est passé de « je travaille pour Palantir ». Je connais les dossiers. Tu sais pas à qui ils vendent les trucs, toi. Et en fait, finalement, la version, c'est « alors attends, mon boulanger, une fois, il a... non mais travailler indirectement. Frérot, ton message au début, c'est pas ce que ça voulait dire, quand même. On est passé de « je travaille pour Palantir » à « je travaille pour quelqu'un qui indirectement a vu des trucs de Palantir ». Enfin, moi aussi, j'ai vu Le Seigneur des Anneaux, je travaille pas pour Palantir, tu vois. Non, mais bon, blague à part, peut-être, et grand bien te fasse. Mais... Non, mais mon Anarchy 08, je te taquine. C'est vrai que c'est une hypothèse et je pense que je suis tout à fait d'accord avec la démarche. En vrai, je te taquine, mais pour être clair là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais je pense qu'à un moment donné, l'hypothèse permanente s'appelle le refus du réel. Si tu veux, le fond de ma pensée, et tu sais, on est chez Juste Milieu, tu connais la guinguette en plus, je pense que c'est bien de rester prudent, de se poser des questions, de ne pas s'enfermer dans un seul scénario. Mais l'inverse de s'enfermer dans un seul scénario, c'est s'enfermer dans l'incapacité à s'arrêter sur certains scénarios. Enfin, c'est pas du tout clair ce que j'ai l'impression d'être François Bayrou. C'est qu'en gros, un seul scénario, je trouve ça dangereux. En considérer 4-5, avec toute une palette de possibilités, c'est là où c'est à cet endroit-là que j'essaie de me positionner. Par contre, en considérer 52, à un moment donné, en fait, on est dans l'hypnocratie. Tu vois, typiquement, c'est ça. Typiquement, on est dans l'hypnocratie. C'est de naviguer en permanence dans des scénarios en refusant de se poser un petit peu ou à la limite de s'arrêter sur l'incapacité à saisir le bon, tu vois. Mais je te taquine, mais je suis d'accord avec toi, la démarche est ok. Par contre, Trump qui fait son propre état profond, enfin, je le redis, l'état profond, c'est pas une quiche Lorraine, quoi. Je suis pas sûr que tu fasses ça fastoche. Mais peut-être. Hein. Mais je te taquine. Donc voilà les copains. Ce que je voulais dire là-dessus, attends, il y a mon Anarchy 08 qui répond, qui dit « J'ai pour principe d'explorer toutes les possibilités, je prends également ton propos, également dans les hypothèses. » Oui, non mais complètement d'accord, mon camarade. Oh, je sens que mon Anarchy 08, il est pas venu pour rigoler aujourd'hui. Il est pas venu pour trier les lentilles. Non, mais je suis d'accord avec toi en plus. Et tu sais quoi? Je te fais un bisou. Voilà. Je te salue bien bas, même. Voilà. Il y a Stelf5 qui dit « J'ai aussi travaillé pour Palantir à la pêche, je tirais pour des palans. » C'est pas sympa. Ça, c'est pas cool. C'est pas gentil. C'est drôle, mais c'est pas gentil. Attends, il y a Mange-Mort qui nous dit un truc. Alors finalement, c'était pas indirect. Non, je déconne, je te taquine. Alors attends, Mange-Mort qui dit « Et le type de données en question n'avait rien à voir avec la vie privée des gens. Tu en parles comme si c'était Big Brother qui connaissait toutes nos vies et cet aspect que je trouve sensationnaliste. » Mais en fait, qu'est-ce que t'en sais de plus que moi? Non pas que je sache tout, mais si tu veux, moi j'essaie de me renseigner avec ce que disent les médias. Toi, t'as travaillé pour une PME qui a vendu 4-5 données, et t'es en train de m'expliquer le fonctionnement de Palantir. J'ai l'impression qu'on est au même niveau d'avancement, si tu veux. Donc voilà, c'est super chouette le débat, et c'est trop cool. Mais t'arrives en t'imposant, si tu veux, dans la posture de hey, « j'ai travaillé pour eux », c'est pas un peu sensationnaliste, essaye. Et après, bon, tu m'expliques que t'as connu quelqu'un, plus ou moins, qui a vendu 3-4 données Excel, et tu connais le business model de Palantir. Bon, je préfère être sensationnaliste qu'inexact, si tu veux. À la rigueur...
Non, mais après, je te taquine, mange-mort, hein, c'est une blague. Hein. Non, parce qu'en plus, les mange-morts dans Harry Potter, je vais avoir des soucis. Je vais avoir Bellatrix Lestrange dans mon pieu, ça va chier des bulles carrées. Quoique, est-ce que c'est une bonne actrice Alors, attends, je redeviens sérieux parce que mange-mort, il m'engueule. Il me dit, t'es un peu dans la mauvaise foi et essaie de me tourner en ridicule. Non, mais ça va, camarade, hey, on peut blaguer aussi. Oh. Excuse-moi, oh. Je sens que t'es tendu, mange-mort. Viens à Poudlard, viens chez Gryffondor. Détends-toi quand même. Je dis juste que la façon moi, tu sais, je sais pas si t'es nouveau dans le Juste Bistrot ou pas. Moi, je réagis, tu sais, comme dans la vraie vie. Hein. J'ai pas envie de faire semblant, de faire des machins et tout. Moi, dans la vraie vie, honnêtement, on se retrouve, on est une assemblée de copains, on se boit un verre, tu me serres la main, tu me dis salut. En fait, j'ai bossé pour Palantir. Je te dis putain, trop stylé. Comment ça se passe? Ouais, alors en fait, non, mais j'ai bossé avec une entreprise qui indirectement, qui machin, qui bidule. Je te fais une petite blague. Et après, ça n'empêche pas d'avoir une discussion sérieuse. Mais on peut aussi, voilà, c'est taquin, c'est de la vraie vie, tu vois, c'est sympa. Après, je comprends, si t'aimes pas, y a pas de souci. Mais c'est bien aussi, parfois, d'être un peu léger dans l'esprit, tu vois. Pas obligé de s'énerver. Voilà, et Mange-Mort qui dit, il n'y a pas de souci, je suis pas nouveau, je lurk. Je sais pas ce que ça veut dire, lurk. L-U-R-K, je sais pas ce que ça veut dire, de temps à autre. Voilà. Non, mais je te taquine, mon camarade, je te taquine. C'est ça qui est sympa. Voilà, et on se boira un verre, et voilà, et on fera le lorgner. Ah, c'est le mot anglais pour lorgner, lurk? Je savais pas, je suis une pipe en anglais, donc évidemment que. Attends, j'ai plein de messages qui. Quels sont moi? Ah oui, voilà. Merci, c'est magnifique. Merci à Cook54 qui vient d'offrir 5 subs. Merci les copains. Et les heureux gagnants qui sont Flobois71, Tartuffe35, Mange-Mort. Ah bah tiens, t'as gagné un sub en plus. Eh ben bien joué. Et LKJK et Yavakat. Voilà, merci les amis. Je savais pas, ouais. Thomas Hyman, c'est regarder sans parler. Putain, après je suis une bite en anglais, donc vraiment je savais pas. Donc les amis, 16h32, faut que je filoche parce que je vais me faire engueuler par ma milieu. Los Copinos. Je vais filer pour aujourd'hui les amis. J'espère que vous avez passé une bonne semaine dans le Juste Bistrot. On était ensemble, on s'est fendu la gueule. On va se retrouver évidemment la semaine prochaine, lundi 16h45, le retour du Juste Bistrot. Et ce soir, il y a l'extrait Les Infiltrés d'hier pour ceux qui l'ont pas vu. Dimanche, on remet l'extrait Palantir. Ça va chier des bulles carrées. Et la semaine prochaine, on a plein de belles choses qui arrivent. On va se régaler. Je suis en train de préparer plein de sujets pour le Juste Bistrot. J'espère que vous avez passé un bon moment, les amis. Merci pour cette semaine. Vous avez été très nombreux. Ça régale. C'est au top du top. Vous êtes les meilleurs. On a passé une belle semaine avec les Juste Bistrot. La farce tranquille. On a passé chez Idriss Aberkane. Il y a eu plein de belles choses. Mais le plus beau, l'apéro à Lausanne avec les zinzins, c'est magnifique. Le Québec qui se rapproche. Il n'y a que du bonheur. Donc vous le savez, j'insiste. C'est naïf. C'est peut-être bête. Ça changera rien au monde. Mais j'insiste là-dessus, les amis. Et j'ai envie de le dire plein de fois, les copains. Soyez heureux, voilà, soyez heureux les copains, n'oublions pas toute la force de la banalité, de ces petits bonheurs du quotidien. Là c'est le week-end, bon bah voilà, si votre petit bonheur c'est de regarder Stade 2 en buvant une bière, si votre petit bonheur c'est d'aller à la pêche, si votre petit bonheur c'est d'aller courir, si votre petit bonheur c'est de faire du shopping, d'aller au cinéma, de regarder une série, d'être avec votre famille, d'être avec vos amis, de jouer avec vos enfants, faites ce que vous voulez mais soyez heureux, voilà, ne lésinons pas sur les petits bonheurs les copains. C'est con à dire, je sais que c'est con à dire, mais j'ai envie de le dire. Ne lésinons pas sur les petits bonheurs, ce qui nous rend heureux. Et ça fera pas tomber Macron, et ça fera pas tomber l'État profond, et ça nous rendra pas plus riches à la fin du mois. Donc je vous promets pas des trucs de fou, mais je vous dis juste que on oublie les petits bonheurs. On a tellement la gueule dans tout ce qui se passe, là, les sujets graves, les machins, les bidules, qu'on oublie ce qui nous rend heureux tous les jours. Et parfois, c'est des choses toutes simples. Et notre société nous apprend à désirer toujours plus, le vrai bonheur, c'est d'avoir un yacht avec des putes. Non. Le vrai bonheur, si vous aimez manger du pain et du beurre, moi j'aime bien le pain beurre. Et ben mon bonheur, c'est manger du pain beurre, tu vois. Au soleil, le dimanche matin avec ma milieu, on est le plus heureux du monde. Donc vraiment les amis, n'ayez pas honte de ça. Vraiment savourez ces petits bonheurs, savourez ce qui vous fait plaisir. N'ayez pas honte parce que faudrait toujours désirer autre chose, faudrait toujours désirer plus. Non. Il y a ces petits bonheurs-là qui régalent. Tu vois, Mustang 06700, il dit « Moi, mon bonheur, c'est de partir en camping-car le week-end avec ma femme et mes gosses. » Et ben voilà, tu vois, ça fait du bien, les copains. N'ayez pas honte de vos petits bonheurs. Si vous adorez les mangas, si vous adorez le rap, si vous adorez la musique classique, si vous adorez la randonnée, j'en sais rien, et ben aimez, profitez à fond. Si c'est votre bonheur, c'est que c'est le meilleur. Et il n'y a pas d'autres trucs toujours à conquérir.
Voilà, faut se satisfaire du nécessaire. Comme disait Balou, pour finir sur une note de philosophie. Les amis, je vous embrasse. Passez une excellente soirée, passez un bon week-end. On se retrouve lundi. Vive la rigolade et vive la France. À lundi.